voilà. Vous accueillir de nouveau à Colmar. Merci à Michel de nous accueillir encore. Il m'a annoncé tout à l'heure que le nombre de participants aujourd'hui a augmenté. C'est une bonne nouvelle pour les visiteurs, c'est de bonne augure. On avait fait 600 entrées l'an passé à cette heure-ci, on en a fait 830, 200, plus de 200. Je pense que ça mérite un applaudissement quand même. Hein. C'est sympa. Merci. Alors, il y en a, ils n'ont toujours pas compris le principe de l'Ignite. Le principe de l'Ignite, c'est de mettre le feu. Alors quand je dis vous applaudissez, vous applaudissez. Vous applaudissez Michel. Allez, fort! Merci. L'Ignite, c'est un show à l'américaine un peu. Bon, ok, ça commence à chauffer. Merci à tous d'être là encore. Ça faisait longtemps que moi je n'en avais plus fait. C'est vrai. Où j'avais fait moi-même un show d'Ignite, j'en organise quelques-uns, mais parler à Ignite, j'avais fait le premier et après j'ai beaucoup sous-traité. Et cette année, je voulais m'y remettre. Alors j'espère que je ne suis pas trop rouillé et j'espère que ça va vous intéresser. Et après, en fait, on va enchaîner très rapidement. D'accord? Vous connaissez le principe de l'Ignite. 5 minutes, 20 slides. Alors, il y en a déjà qui ont triché. J'ai les noms. Il y en a toujours. 15 secondes par slide et ça avance tout seul. Donc l'exercice a l'air anodin comme ça, mais il y en a 5 cette année qui ont juste laissé tomber. D'accord? Et j'ai aussi les noms. Il y en a toujours. C'est dommage. Ils s'inscrivent et ils laissent tomber. Ah mais je vais balancer, il faut aller sur le site Ignite. C'est encore ignitestrasbourg.org. Allez. Donc après, tout de suite pour se préparer, ça sera Pascal Aubry de TechLib. Après, en fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de filles au début, parce que les filles se sont inscrites très rapidement. Et Pascal n'est pas... Pascal c'est un garçon, d'accord? Mais c'est Chloé qui l'a inscrit, et c'est pour ça qu'en fait il passe dès le départ. Après on accueillera Céline, après c'est Florence, Flore, et là on passe dans les garçons, Sébastien, Alain, Laurent, Pierre-Alain, Thibaut, Cyril, Michael, et je crois que M. Guichard c'est Alain, si j'ai bien compris. T'as pas été galant sur ce coup-là alors? Les dames d'abord. Ah d'accord, si, les dames d'abord. Moi d'abord et puis les gamins. Ah voilà, d'abord, c'est ce que je dis, il n'a pas été galant sur ce coup-là. Donc tu ouvres le bal, hein, c'est ça? J'ouvre le bal, super. Alors, je voulais savoir parmi vous qui c'est qui avait un site web. Qui a un site web? Tout le monde? Ah, titre professionnel, on est entre pros ici. Alors, qui a un site web? Ça va, il y a quand même une majorité de gens qui ont un site web. Alors, il y a des gens qui ont, je pense qu'il y a des gens qui ont fait leur site web eux-mêmes, mais sinon on va souvent dans une agence web. Et quand on va dans une agence web, en général, la première question qu'on a, c'est quelle est votre couleur préférée? Ou combien de colonnes voulez-vous? D'accord? Et en fait, je pense qu'il y a une erreur fondamentale de la part des agences web qui devrait être plutôt, mais quelle est votre cible? Ou quelles sont vos cibles? D'accord? Parce que le site web, c'est quand même fondamentalement un outil marketing, un outil marchand. Et il va servir à quoi? Ça sert à quoi un site web? Non mais c'est bon, je veux dire, il est juste 6h30 là, hein? À vendre, d'accord? Donc, hein? Oui, ça sert aussi à acheter pour le client, mais ça sert à vendre. Dans tous les cas, un site web, ça sert à vendre. D'accord? Et il y a un processus classique dans la communication qui on définit la vision, on a ensuite là où les stratégies, et on finit par un certain nombre de tactiques. Jusque-là, je pense que c'est pour beaucoup des choses qui sont assez connues. D'accord? La première étape, c'est naturellement la vision. Quelle est votre vision en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise? Quel est le message que vous voulez passer? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vos tripes? Qu'est-ce qui est en fait l'ADN de votre société? Ça a l'air un peu simple comme ça, mais c'est pas si simple à déterminer. Ensuite, on va déterminer la stratégie. Conquérir le monde. Et là, en fait, les stratégies, c'est ce qui va accompagner votre vision, c'est ce qui va pouvoir en fait faire que votre vision s'accomplisse. Et par rapport à ça, eh ben, on va en avoir une ou plusieurs, en fonction de ses cibles. Et après, eh ben, en fait, on va faire les tactiques. D'accord? Et le nombre de tactiques peut être assez impressionnant. Et pour moi, en fait, typiquement, eh ben, je veux dire, le site web est partie d'une tactique. Avec plein d'acronymes, mais toujours dans une optique de... Dans une optique de... Ah, quand même, voilà, j'avais un petit peu peur. Donc en fait, moi je voulais détailler avec vous deux, trois exemples de tactiques qui ne sont pas forcément communes, et c'était juste pour vous ouvrir un petit peu l'esprit sur plusieurs choses. D'abord, en fait,
Très souvent, les gens ils vont avoir un site web. Ben, moi je vous dis, n'ayez pas un site web, mais ayez plusieurs sites web. Alors, on me dit, waouh, c'est déjà compliqué d'en avoir un, l'autre il veut en avoir plusieurs. C'est pas forcément beaucoup plus compliqué quand on a plusieurs sites web. Parce qu'en fait, quand on a un site web, on va faire, c'est mon site merveilleux, où il y a toutes les informations dessus, mélangées pour toutes mes cibles, et on va dire, voilà, je vais mettre une palanquée d'informations, comme ça je suis sûr que l'information, ben, le gars qui va la chercher va la trouver. Mais en fait, dans la vraie vie, vous avez des produits qui peuvent destiner à des consommateurs finaux. Ça s'appelle du B2C. Et en fait, on va parler à ces gens-là, on va parler à vous et à moi, quand on va chercher son pain chez Cora. D'accord ? Quel est l'apport nutritionnel de mes produits ? Quel est le sens de ces produits ? Et ensuite, on a des cibles B2B, mais revendeurs éventuellement. D'accord ? On a des B2B, en fait, par rapport à des intégrateurs, des grossistes. Mais en fait, on n'a pas le même discours quand on discute avec un B2B qui est un intégrateur que par rapport avec un B2C. Donc pourquoi le mettre sur un même site ? Et en plus, dans le B2B, on a plusieurs cibles. D'accord ? On a les cibles principales et on a ces cibles secondaires, voire même des cibles secondaires qui sont équivalentes. Donc voilà, il faut adapter ça. Ensuite, notre tactique, c'est j'ai un site internet, mais les clients en Chine, j'en ai rien à faire. Oui, mais en fait, un site internet, ça peut servir à vendre localement. Est-ce que vous avez déjà pensé à un site internet pour vendre localement? D'accord? Et ça veut dire quoi, vendre localement? Eh bien, ça veut dire qu'on transforme en fait le commerce de proximité en e-commerce de proximité. D'accord? Super U l'a fait, et d'autres l'ont fait. Donc ça, c'est moins de logistique qu'un vrai site e-commerce pour vendre loin. C'est une relation client améliorée et continue. On garde la relation client, le gars vient dans le magasin acheter. Donc en fait, il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. La première, c'est une stratégie de maillage. D'accord? Très clairement, en fait, on a une stratégie de site et on les maille entre eux. Ça permet d'augmenter en fait la visibilité, ça permet d'augmenter le référencement. Pour parler un petit peu technique, on peut avoir une stratégie de marque. D'accord? Beaucoup de gens ont des stratégies de marque. Beaucoup de sociétés ont des marques différentes qui s'adressent à d'autres cibles. Et donc en fait, on peut parler de stratégie de marque. Et donc par rapport à ça, pourquoi ne pas avoir plusieurs sites web? D'accord? Et je pense à mes grands amis fabricants de sites web. Et ensuite, on peut avoir une stratégie éditoriale. C'est peut-être la chose la plus inattendue. Mais en fait, vous avez un média, votre site est un média. Et donc par rapport à ça, vous devez avoir une stratégie éditoriale. Avec des thèmes principaux, éventuellement des thèmes secondaires. Et donc, la question c'est, est-ce que vous aussi, vous voulez vendre plus? Oui, on peut l'applaudir, c'était Jean-Georges Perrin. Il a triché un peu, il a fait plus de 5 minutes. Normalement, c'est 5 minutes tapantes, 20 slides, je crois qu'il a triché. On peut faire... Ouh. Voilà, Jean-Georges, ça t'apprendra. Il a fait me chauffer. Ça t'apprendra. Pascal, t'es prêt? Allez, bon courage. Pascal, TechLib, qui participe à l'Ignite et il participe aussi au trophée de l'innovation. On a 2 soirées en une, on a quelques passages qui participent à l'Ignite et au trophée de l'innovation. Pascal, de la société TechLib, un des trophéistes. Dis bonjour au micro, Pascal. Bonjour à tous, merci de votre présence nombreuse. Donc nous, on va parler d'infrastructure et de gestion d'infrastructure. On est une société qui travaille dans le logiciel libre. Donc je regarde. Donc on est spécialisé dans l'industrialisation des technologies libres. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le logiciel libre, on n'est pas toujours satisfait quand on le télécharge de l'aide qu'on a ou de l'industrialisation, la communication, le packaging qu'il y a sur les technologies libres. Notre métier chez TechLib, c'est d'en faire quelque chose sur étagère, prêt à l'emploi, comme un logiciel industriel des éditeurs qui sont présents sur le marché depuis de nombreuses années. Voilà, donc j'espère que tout marche bien. Donc là, on parle d'un logiciel qui s'adresse donc au client final, et donc 99% des entreprises ont un parc informatique à maintenir. Voilà. Et pour ça, ils ont besoin, donc voilà, ça c'est le parc informatique à maintenir, ça dépend des sociétés. Ils ont des stocks à gérer par rapport à l'ordinateur, le cycle de vie de l'ordinateur, le cycle de vie des serveurs, et ils ont besoin de savoir quels sont leurs actifs, combien de stocks ils ont, combien de machines ils ont en emplacement, etc. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont des consommables à gérer, ils ont de la maintenance et des bugs. Je suis désolé pour ce
Dead Blue Screen Microsoft qui est apparu dans mes slides, je ne sais pas qui c'est qui a mis ça. Mais bon, ça peut arriver, donc il y a de la maintenance et on a besoin d'un outil aussi pour reformater des machines, les installer, gérer le cycle de vie complet de notre matériel dans l'entreprise. Donc le matériel, c'est au sens large, hein, ça passe par donc justement le matériel des serveurs, le matériel des PC, les licences, puisque en fait on est tenu d'être à jour sur ces licences, notamment sur les produits propriétaires. Ma société doit faire face à des dépenses informatiques et j'ai un directeur financier qui me demande de gérer tout ça, puisque en jeu il y a des euros. Ils sont lâchés sur les euros. Pour survivre, une entreprise doit investir dans ce qui compte vraiment pour son métier. Évidemment, moi, mon directeur financier, quand je viens le voir et je lui dis je dois dépenser encore tant pour des serveurs, encore des serveurs, mais qu'est-ce que vous faites avec les serveurs? Vous les mangez? Tous les mois, vous me dites qu'il faut un serveur supplémentaire pour tel ou tel truc. Donc, je préférerais qu'on investisse, le directeur de l'entreprise, il préfère investir dans des outils métiers qui font vraiment avancer le business de l'entreprise, qui font gagner de l'argent à l'entreprise, et pas forcément dans des frais de fonctionnement, comme l'informatique. Donc, d'où le développement d'une solution chez TechLeap qui est basée sur 2 produits communautaires, donc c'est du logiciel libre, qui sont développés et maintenus par 2 communautés. Donc un produit qui s'appelle Fusion Inventory, on va voir à quoi ça correspond, et un produit qui s'appelle Gestion libre de parc informatique, GLPI. Donc nous, notre métier chez TechLeap, c'est d'amener ces solutions-là chez les clients de manière simple, documentée, industrialisée, pour les aider à gérer leur système d'information. Donc voilà, pour être serein sur son système d'information, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug. Petit souci technique. Bonjour Georges. Voilà. Bonjour. Un logiciel libre, donc c'est l'idée aussi de ne pas payer des licences ad vitam aeternam pour maintenir ma solution, puisque c'est déjà un outil qu'on va mettre en plus pour gérer l'informatique. Alors si en plus je retourne voir mon directeur financier pour lui dire que je vais devoir investir dans un outil très coûteux, très long à mettre en place, et dont il va falloir payer des licences tous les ans, on n'est pas très libre de ce qu'on veut. Donc nous, on a développé sur la base de GLPI une application qui est très moderne, qui est facile à utiliser, qui est Web 2.0. Alors c'est pas forcément le design des sites internet des sociétés de communication qui sont... ça reste un outil qui est quand même un peu technique, qui est destiné aux informaticiens et aux gestionnaires de l'entreprise. Je sais pas combien on soit. 4 minutes, il te reste une petite minute. D'accord. Donc j'ai besoin d'un outil qui me permette de rendre des comptes. Donc dans cet outil, il y a toute une partie de statistics et de reporting avancé qui va me permettre de savoir toutes les interventions techniques qui ont été faites sur l'ensemble de mon parc informatique et qui va permettre par exemple de calculer le coût total de possession d'un équipement. C'est-à-dire combien coûte l'ordinateur portable qu'on a payé à un nouveau salarié, pas seulement le prix d'achat, mais tout au long de sa vie du produit. Voilà, donc un exemple d'ordinateur qu'on va gérer. Donc notre solution, elle est basée sur un inventaire physique qui est fait au moyen de Fusion Inventory, qui est la première brique que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc c'est des agents qui sont installés sur les équipements et qui vont détecter le matériel actif. Par exemple, on a vu des switches Cisco avant, qui vont détecter les licences qui sont installées, qui vont détecter les photocopieurs qui sont connectés sur le réseau. Donc c'est vraiment une solution globale. Et son côté innovant vient principalement du fait que ça s'adapte à n'importe quel type de matériel, que ça soit du Windows, du Mac OS X, du Linux, de l'AX, des Unix propriétaires, ou des équipements réseau. Ça va aussi nous gérer les stocks. Alors là, je ne sais pas quel est le texte qui correspondait à cette partie. Donc, Dépêche-toi. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a un outil qui nous permet de remonter en centrale l'inventaire automatisé de tout le parc et aussi de déployer les applications, de télécharger des applications en centrale, par exemple de mettre la nouvelle version de Firefox en centrale sur tous les PC, qu'ils soient sur Windows, Mac OS X ou Linux. Il y a de nombreuses références utilisateurs comme l'assurance maladie, plus de 100 000 machines gérées, d'autres références comme la police nationale. On vient de remporter un marché pour le marché de TMA sur GLPI du ministère de l'Intérieur. J'ai eu la notification aujourd'hui. Voilà. C'est tout. On peut l'applaudir, il n'a pas de personne. Pour les clients, on l'applaudit pas. Il y a un client que j'aime pas. Il y a des clients sympas, mais t'en as d'autres que j'aime pas. Voilà. Le prochain. Un peu plus punchy, le prochain. On attaque les filles et forcément les gens qui trichent un petit peu moins quand même. Parce que
avec le clicker. Hein, c'est difficile de tenir les 5 minutes. Céline, c'est à toi. C'est un exercice de style, hein. 5 minutes chrono. Céline. Voilà. Pour Kiwi Backup, c'est ça. Hein. Voilà, on est dans la nébuleuse du salon, la mésaventure John. Donc tous ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent peut-être que j'avais raconté une histoire, une belle histoire d'amour entre le web et l'agriculture. Et bien cette année, c'est fini les histoires d'amour, ça va être un drame qui s'appelle Les mésaventures de John. Alors John est un gars qui a une vie de rêve, tout lui sourit, il est né sous une bonne étoile, il n'a même pas eu besoin d'avoir un appareil dentaire, tout est nickel. Sa vie personnelle elle-même est un rêve absolu. Bien que son père l'ait marié de force à mademoiselle Angèle, mais qui est la riche héritière d'un papa entrepreneur. Et donc John se retrouve à 50 ans à la tête d'une magnifique entreprise. Alors son entreprise, il en est très fier. Elle est hyper high-tech, elle a de nombreuses succursales dans toute la France, elle est développée également en Pologne, en Autriche, et il est vraiment très très fier de cette entreprise. Alors vous allez me dire où est le drame, et bien voilà, ça va commencer. Alors une nuit, John est en train de rêver, et il rêve à la convention internationale qu'il va monter le mois d'après avec tous ses commerciaux, et il rêve à tous les contrats qu'il va signer, indubitablement dans les mois qui viennent, quand tout à coup le téléphone sonne. Merci. Donc le téléphone sonne en pleine nuit et c'est Jerry, son ami d'enfance, qui l'appelle pour lui dire que son entreprise est en flammes. Alors John ne se laisse pas abattre, il enfile ses mocassins à gland et sa chemise Lacoste, pour rester smart en toute occasion, et il file sur son entreprise. Pour découvrir au petit matin qu'il n'en reste plus rien. Son entreprise est un tas de décombres fumants. Immédiatement, il appelle son staff pour organiser les choses. Donc à 7h du matin, tout le monde est sur le pied de guerre. À chacun, il va distribuer les rôles, parce que c'est une situation de crise. Donc à son directeur du personnel, il demande de veiller à ce que les salaires partent bien dans la journée, comme c'était prévu. À son directeur commercial, il demande de veiller à ce que tous les commerciaux partent sur le terrain, avec les dossiers, les contrats à faire signer dans la journée. Enfin, à son DSI, il demande de lui restaurer immédiatement sur son portable toutes les données qu'il avait la veille, qu'il doit absolument faire partir un dossier stratégique très très important. Donc là, le DSI, il blémit, il sort son téléphone portable, il appelle son collaborateur qui lui dit qu'en fait, il n'a pas externalisé les ventes de la veille ni des 6 derniers mois. En fait, elles sont toutes restées dans l'armoire en fer de son bureau. Le dit bureau est complètement réduit en cendres. Barbecue. Donc il ne reste plus rien des dossiers stratégiques de John. Il est un peu dépité. Et quelques heures plus tard, il revoit arriver ventre à terre son directeur du personnel, qui est désespéré parce que évidemment il n'a plus aucune donnée, il ne peut pas faire partir les salaires de l'entreprise, il ne sait pas quel argent virer sur quel compte. Le directeur commercial de même, il n'a plus de CRM, donc les commerciaux ils sont tous au chômage technique, ils ne savent pas quoi faire. Le directeur commercial aux abois. Voilà. Et John commence vraiment à désespérer. Donc 6 mois plus tard, son entreprise elle va plus si bien que ça. Les ventes ont chuté de 50%. La plupart de ses meilleurs commerciaux sont partis parce qu'ils en avaient marre de ne plus retrouver leur dossier client et de ne pas savoir quoi dire à qui. Le directeur du personnel, lui, n'a plus qu'à gérer que des dépressions nerveuses. Et 2 ans plus tard, l'entreprise de John n'est plus que l'ombre d'elle-même, et même sa femme, Angèle, est partie avec Jerry le pompier, c'est affreux. Et c'est à ce moment-là que le kiwi apparaît, et le kiwi lui propose une chose toute simple, facile, de remonter dans le temps, 2 ans plus tôt. Et donc John fait des rêves de grandeur, il rêve à sa convention internationale avec ses cadres, il rêve à tous les contrats qu'il va signer quand tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est Jerry le pompier qui lui dit que son entreprise est en flammes. Donc John convoque son staff, distribue les ordres et tout le monde part sur le pied de guerre pour obéir au patron. Quelques heures plus tard, le DSI revient dans la cafétéria où s'était installé John, la cafétéria de l'entreprise d'à côté, puisque la sienne a brûlé, et il lui apporte le portable avec toutes ses données intégrales et John peut continuer à travailler sur son dossier hautement stratégique.
Le directeur commercial revient le sourire aux lèvres en lui disant que tous les commerciaux ont bien pu partir avec leur dossier sous le bras et tout se passe bien. 6 mois plus tard, l'entreprise est complètement reconstruite et John organise un immense barbecue avec l'ensemble de son personnel pour fêter ça. Et le soir, alors qu'il se retrouve seul dans son bureau à réfléchir, le kiwi lui réapparaît à nouveau et lui dit « Tu vois John, il faut toujours avoir un kiwi de confiance dans sa vie, parce que pour la sauvegarde de données externalisées, Kiwi Backup what else ?» Céline, le Kiwi Backup, c'est une histoire vraiment sympa et réelle. Voilà, ça c'est du grand niveau. Sympa et réel. Très bon niveau. Pensez à externaliser vos données. Rendez-vous compte si demain matin les pompiers vous appellent et qu'il y a eu barbecue dans votre entreprise et vous n'êtes pas passé chez le Kiwi, ah ben vous êtes mal, hein, je vous le dis. Pensez à Il externaliser. va finir sur un barbecue. Voilà, ça peut être sinistrant pour une entreprise. Alors, la prochaine, Florence, voilà, c'est ça. Florence qui fait partie de la société Dream Consulting, qui est à la couveuse, si je ne m'abuse, de Strasbourg, de Créacité. Voilà. Là, vous mangez mon temps là déjà. Non, vas-y, t'es parti. Bon, j'ai créé effectivement en 2011 Dream Conseil, qui est une activité de conseil en innovation et développement durable. Alors, d'abord, avant tout, j'aimerais vous interpeller et vous poser une question. Est-ce qu'il y a parmi vous des artistes? Un artiste? Pas d'artiste, que du business. Ah, il y en a un là-bas. Bon, souvent cette question met un petit peu dans l'embarras. Artiste, moi, non. Alors que finalement, quelque part, on a tous été à un moment donné enfants, on a tous été spontanés, artistes dans notre vie. Et en fait, moi, ce qui me semble important de vous faire passer comme message aujourd'hui, s'il y en a un seul à retenir, c'est que nous sommes tous des artistes. Et ça, j'aimerais que ça reste ancré dans vos esprits, pour toujours, vos esprits d'entrepreneurs. C'est cette vision que Dream défend. Mêler l'artistique et l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous semble une solution véritablement nouvelle et d'avenir. Par exemple, pour inspiration, quelques artistes très innovants, mais surtout 4 entrepreneurs, modèles du genre, vraiment modèles du genre, qui ont tous en commun une chose, c'est de laisser la place à leur esprit artistique. Bertrand Piccard, Steve Jobs, j'en passe et des meilleurs. Alors, ces gens-là, ce sont forcément des ingénieurs surpuissants, des scientifiques, des gens qui utilisent leur cerveau gauche en permanence pour penser, pour analyser, pour créer. Mais surtout, ce qui fait la différence chez eux, c'est la place qu'ils laissent à leur cerveau droit, à savoir toutes les qualités de créativité, d'imagination, d'inventivité, pour créer de la fascination dans les modèles économiques qu'ils développent. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'inventer, de réinventer, de créer. Cette fameuse phrase d'un ingénieur d'Apple, Alan Kay, en 1971, grande année, ma naissance, la meilleure manière de prévoir son futur, c'est de le créer. Et le mot créer me semble extrêmement important parce que nous sommes aujourd'hui face à des défis économiques, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui sont extrêmement durs, une économie en crise, des marchés matures, des mutations systémiques. Et par rapport à cela, pas d'autre salut que d'inventer, de réinventer. Et je vous invite à lire ce livre de Daniel Pink, L'homme aux 2 cerveaux, qui identifie en fait sous ces 3 mots abondance, Asie, automatisation, la synthèse finalement de ce qui explique les maux de nos sociétés occidentales. Parce qu'aujourd'hui, le savoir, finalement, il est accessible à tous, la puissance de calcul est accessible à tous, mais ce qu'il est moins, c'est l'intelligence émotionnelle et la capacité à conceptualiser. Donc, selon lui, dorénavant, dans les sociétés industrielles, l'ère de l'information est presque déjà dépassée et nous passons à l'ère conceptuelle. Et finalement, en effet, en plus de toute cette intelligence scientifique rationnelle dont nous disposons, ce qui va faire la différence demain, c'est ça, c'est la créativité, la capacité à inventer, la capacité à voir de nouvelles opportunités alors qu'elles sont dans une zone totalement floue et ombrageuse. Ce qui va faire la différence aussi, c'est d'arriver à mobiliser le premier capital de l'entreprise, qui est le capital humain, créer du sens, créer de l'engagement, de la passion, laisser de la place à l'instinct, à l'audace. Et finalement, c'est tous ces éléments-là qui nous intéressent chez Dream, parce que l'on travaille essentiellement sur l'intelligence émotionnelle. Comment demain innover alors que l'avenir est flou, incertain, qu'il est risqué d'investir de l'argent? Donc comment développer des innovations qui vont vraiment faire la différence demain. Donc notre cœur de métier, c'est l'innovation.
On vous accompagne, mais sur toute la chaîne de décision d'innovation, depuis la stratégie tout à fait en amont, en passant par l'organisation, la créativité, même la gestion vers le lancement de projet. Bien évidemment, dans toutes nos réflexions, nous intégrons la fourche codine de la question du développement durable. Aujourd'hui, un projet n'est pas viable à terme s'il n'est pas passé au filtre de ses implications environnementales, sociétales, etc. Et bien évidemment, pour boucler la boucle par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui fait notre marque de fabrique, c'est que nous faisons intervenir dans l'entreprise des personnes issues du monde des arts et de la culture pour venir générer de la réflexion créative, de la pensée divergente, de la pensée nouvelle, de la pensée conceptuelle. Et finalement, parler à l'artiste qui est en vous et faire taire un peu le monsieur je sais tout qui est en vous. Et c'est ça qui nous intéresse. On a plein d'activités très variées avec ces artistes. En tout cas, c'est de l'open innovation. On fait de la co-création, de la créativité. Ils vont nous inspirer par leur vision extrêmement nouvelle. Et du coup, proposer une énergie, insuffler un vent nouveau dans les réflexions que l'on mène en entreprise, où il y a aujourd'hui peu de place pour l'inventivité. Voilà, donc il s'agit là d'une manière de voir le leadership relativement nouvelle, visionnaire. Si ça vous intéresse, pour en parler, rendez-vous quand vous voulez, ici au stand 70. Merci. Voilà, c'était solide. Impeccable. Alors, je crois beaucoup, moi, à l'innovation partagée et à l'innovation aussi au croisement des cultures. Alors, je me permets de... Je vais pas intervenir sur la présentation, mais je crois beaucoup qu'en fait l'innovation est au croisé des chemins. Je pense que ça me paraît extrêmement intéressant. J'avais un point commun avec Florence, un autre, c'est que 1971 était effectivement une très très bonne année. Ça y est, une critique. Non, je rigole. Allez, on continue dans les filles, c'est à Flore. Elle va, je pense, aussi nous parler un petit peu d'innovation. Flore, tu fais partie de la société Intrapra. Intrapra, c'est ça, hein? C'est ça. Intrapra. On ne dépasse pas 5 minutes chrono. On est dans la nébuleuse. La nébuleuse. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Flore Binser, je fais partie de la société Intrapra, qui est un cabinet de conseil. Et moi, je suis responsable d'un programme de recherche dans cette société sur la conception innovante. Et ce soir, je vais vous parler de la méthode CECA. Alors, CECA, c'est quoi? C'est une méthode pour concevoir n'importe quoi. Par exemple, un moteur pour explorer Mars, ou alors une nouvelle orientation pour une entreprise, ou alors un objet qui n'est pas encore défini, donc des choses qui n'existent pas encore. Bon, c'est une méthode pour concevoir n'importe quoi, mais pas n'importe comment non plus. Elle vient d'un labo de l'école des mines, et elle est basée sur des principes mathématiques très profonds que vous rêvez tous de connaître, mais là j'ai que 5 minutes, donc je vous les expliquerai pas. Et je partirai sur un exemple. On va concevoir une chaise de camping légère et pas chère. Alors la théorie CECA, elle repose sur un échange entre les concepts et les connaissances. Donc si je veux concevoir une chaise, il me faut des connaissances sur les chaises. Une chaise, ça sert à quoi? À s'asseoir. C'est quoi s'asseoir? On va dire tenir dans une position confortable, sur les fesses, avec les mains libres. Je veux d'autres connaissances sur les chaises, qu'est-ce que je fais? Je vais en observer. Donc là j'ai mis des chaises normales, des chaises de camping. Une première observation que je peux faire, c'est que, elles ont des pieds, voilà. Je vais repasser dans l'espace des concepts, je vais imaginer des chaises. J'imagine ma chaise à 4 pieds parce que c'est le plus classique. Mais on peut aussi imaginer une chaise à 1 pied, à 3 pieds. Et essayons d'être le plus exhaustif possible. Une chaise, ça peut avoir 2 pieds, 5 pieds ou plus, voire pas de pieds du tout. Et là, on se dit, c'est quand même un peu original, ça, comme concept. Donc on va chercher, c'est quoi une chaise sans pieds? On trouve des exemples. Alors, il y a des chaises un peu design d'intérieur, tout de suite pour le camping, c'est pas top. Il y a des chaises hamac où on s'accroche dans les airs. Et il y a des chaises où on s'installe à même le sol. Donc là, de nouveau, on trouve des concepts qui nous paraissent un peu intéressants, qu'on va essayer de travailler dans les connaissances. On va activer la recherche et essayer de voir c'est quoi l'équilibre du corps en position assise, comment est-ce qu'on s'assied par terre. Donc on génère des connaissances de physique, d'anatomie, et on se rend compte en fait que les gens, quand ils sont assis par terre, ils ne sont pas très contents parce qu'ils ont mal au dos. Pourtant, il existe des solutions. La dame, elle a une solution, elle n'a pas mal au dos parce qu'elle pratique le yoga. En face, il a aussi une solution, il a un objet qui lui soutient le dos, même si on ne le voit pas trop, on va mieux le voir sur la diapo d'après. C'est un objet qui permet de tenir dans une position confortable sur les fesses avec les mains libres. Donc c'est exactement la fonctionnalité de la chaise, pourtant c'est pas une chaise, c'est juste une bande. En plus, comme on le voit sur les images, il pourrait totalement s'adapter au camping. Donc si on résume, notre nouvelle chaise de camping légère et pas chère, ça pourrait être un manuel de yoga, et ça pourrait aussi être cette sangle qui soutient le dos. D'ailleurs, ce produit a été développé avec la rentabilité que vous pouvez imaginer.
Donc, qu'est-ce que nous apporte le raisonnement CK? Des nouveaux concepts, certains qu'on va développer en offre, comme l'ensemble, d'autres qu'on va peut-être pas développer ou qu'on va garder pour plus tard, et d'autre part des connaissances, certaines qu'on a utilisées tout de suite, et d'autres qui serviront sur les projets futurs de l'entreprise. Alors, en quoi c'est différent et mieux que le schéma classique? En général, dans les entreprises, tout ce qui est créativité, originalité, spontanéité, c'est pas fait au même endroit, au même moment que la recherche. Si vous faites un brainstorming, vous allez le faire seulement sur les concepts et vous n'allez pas vous soucier des connaissances. Alors dans le cadre de ces cas, les concepts et les connaissances, on a un aller-retour entre les deux. Ça va nous faire des connaissances sur des domaines très improbables et permettre de définir des concepts plus variés, plus originaux et puis plus robustes. Un autre aspect chouette de la théorie CK, c'est que ça nous permet d'aller au-delà de l'effet de fixation. L'effet de fixation, c'est le fait que si je vous dis machine à laver, vous n'imaginerez jamais cet objet bleu qui, pourtant, lave les vêtements. Ça, c'est dû au fait que notre cerveau, bien que ce soit une machine fantastique, elle n'est pas du tout adaptée à la créativité. En fait, il va tout de suite nous donner les réponses les plus évidentes et jamais les réponses originales. Pour éviter ça, les neurosciences ont trouvé deux solutions. La première, c'est le dépaysement. C'est pas toujours facile à mettre en œuvre. La deuxième, c'est un forcing pour dépasser donc ces catégories du cerveau. C'est exactement ce qu'on a fait quand on a listé le nombre de pieds de chaise. Si on n'avait pas listé le nombre de pieds de chaise, on ne serait jamais parti sur une chaise à 0 pied, qui est pourtant très originale. Alors comment mettre tout ça en œuvre? Nous, chez Intrapra, on accompagne les entreprises qui veulent devenir des firmes innovantes. On les accompagne dans le management des processus, la mise en place d'une fonction d'innovation qui va piloter la R&D. Et on va aussi les aider à mettre en place des méthodes et des outils tels que CK. Et c'est là qu'intervient mon programme de recherche, vu que je développe des outils pédagogiques participatifs pour piloter le processus, pour favoriser la créativité et aussi pour générer de la connaissance. Donc, si ça vous dit d'essayer CK, de voir si ça vous intéresse, déjà je vous invite à un petit déjeuner de la firme innovante. J'ai quelques flyers là, où on aura un atelier commun. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter directement. On peut le tester dans votre entreprise sur un sujet à vous, pour que vous voyez combien c'est puissant. Merci de votre attention. Voilà. C'était pas mal. Applaudissements. C'est pas mal et c'est même très bien parce qu'on l'a fait chez nous avec Flore et Augustin et c'est assez impressionnant, c'est assez bluffant. Même quand on a une tradition d'innovation forte. Sébastien, c'est ton barbecue, ton tour. Sébastien Heitzmann de la société 2LE. Voilà, super, super touché. Il y a une fan club, 2LE. Donc moi je vais vous parler du geek et du client. Alors des geeks, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle. À ma droite, par là, en vert. Donc ou la barrière de la langue, parce que le client et le geek, parfois ils ont un peu de mal à se comprendre. Donc on va essayer de voir tout ça. Donc on va commencer par les présentations. Donc on va présenter d'abord les clients, ensuite les geeks. Si quelques-uns dans la salle voient des placements produits ou un peu de logiciel libre, c'est normal, c'est inculqué dans mon cerveau et je ne peux pas faire autrement. Donc commençons par présenter donc, le client. Donc le client il est toujours beau, il est toujours souriant. Enfin, il est comme ça sur les plaquettes de présentation des entreprises. Mais bon, parfois en vrai, il n'est pas tout à fait comme ça. Il ressemblerait plutôt à ça. Ça va venir, ça va venir. Donc il est plutôt un peu au boulot tout le temps. Donc là, il fait nuit, on ne voit pas trop sur la première slide, il fait nuit. Il est stressé, il est dans plein de problèmes de gestion, de chiffres, de clients qui ne veulent pas payer, etc. etc. Donc voilà, ça c'est plutôt le client réel. Parfois il est même comme ça, donc il est très énervé, un peu désespéré parce que personne ne comprend ce qu'il veut, personne ne comprend ce qu'on lui dit, et donc là il est complètement désespéré. Donc voilà, donc ça c'était pour les clients. Ensuite il y a le geek, donc le geek ressemble à ça. Alors il y a différentes sortes de geeks. Généralement, il ne s'éloigne pas plus que 20 cm d'un outil connecté à Internet. Michael, range ton téléphone. C'est fait. Donc il faut toujours qu'il soit connecté, et puis voilà. Donc il y a différentes sortes de geeks. Il y a le geek léger, celui qui redevient à peu près anormal en rentrant chez lui, qui arrive à s'asseoir à sa table sans ordinateur. Il y a les geeks lourds, qui eux n'ont pas d'après le travail.
Et puis il y a les geeks libres, donc voilà un petit placement pour ceux qui le reconnaissent. Donc est-ce qu'ils peuvent malgré tout se rencontrer? Alors a priori, bon, ils n'ont pas l'air de trop se parler quand même ces gens-là. Il y en a un qui est à fond dans les ordinateurs et l'autre qui est à fond dans le business. Et pourtant, ils ont quand même besoin l'un de l'autre. Et voilà, donc on voit que c'est le grand amour, mais pas toujours dans tous les cas. Le businessman, lui, a besoin d'ordinateur, a besoin de logiciels pour gérer son entreprise. Donc pour faire tourner sa belle usine avec plein de lumière, ou faire des jolis graphiques de reporting. Alors est-ce qu'ils ont des points communs? Là, c'est à vous de travailler. Si on y observe bien, on peut jouer au jeu des 7 points communs. Donc on voit quoi? On voit personne. Et ils ont des ordinateurs, oui, donc ça c'était le premier résultat. Ils ont du café. Également, ils boivent du café et normalement, ils parlent le français tous les deux, pour peu que ce soit des geeks de chez nous et pas des geeks d'outre-Atlantique, il y en a aussi. Là, on va parler uniquement des geeks de chez nous. Donc des ordinateurs, du café et la langue française. Donc on va oublier les ordinateurs, parce qu'on en a déjà assez parlé aujourd'hui. On va se focaliser sur le café. Donc ils boivent du café, mais pas toujours dans les mêmes tasses. Ça, c'est des tasses de geeks, donc qui en profitent pour recaser encore sa passion sur ces tasses, donc des Firefox, des WordPress, des Linux, etc. Ça, c'est plutôt les tasses du businessman. Donc, vendu d'ailleurs par Coffee Trend, qui est un autre geek. Donc, c'est sans fin en fait. Même les trucs pour les businessmen sont vendus par des geeks. On s'en sort pas. Donc, un petit test là pour savoir si vous êtes dans le camp des geeks ou dans le camp des clients. Donc il y a 3 blagues de geeks. Si vous en comprenez les 3, c'est que clairement vous êtes un geek. Je vois que Michael rigole, donc je sais dans quel contexte. Ceux qui comprennent rien, ils peuvent passer me voir demain sur mon stand, c'est sans doute un client. Donc ensuite on va voir un peu la langue. Donc normalement ils parlent le français, ils devraient pouvoir se parler, se comprendre. Donc ils parlent la même langue ou presque. Mais on va quand même faire une petite leçon de vocabulaire, donc pour voir si c'est vraiment le cas. Donc quand on parle d'un arbre, la plupart des gens pensent à un arbre dans la nature avec des jolies fleurs, etc. Le geek, lui, il n'a jamais vu d'arbre parce qu'il n'est jamais sorti de chez lui. Et il voit des arbres binaires, pétris, équilibrage automatique et autres choses comme ça. Quand on parle de serveur, un geek, il voit un serveur IRC, un serveur FTP, web, etc., etc. Le businessman, lui, c'est plutôt un serveur qui lui apporte son café ou sa bière. Par contre, sur la serveuse, ils sont à peu près d'accord. Donc, voilà, au moins un point commun. Bon, les navigateurs, c'est un peu moins tranché. Donc, normalement, les businessmen savent que c'est un navigateur, mais on peut quand même imaginer que c'est avant tout un Loïc Perron et Michel Desjoyaux et Tarbarly. Donc le geek, lui, il sait pas qui c'est. Donc là, je vous laisse deviner quel est le barbecue du geek. Ils aiment bien manger quand même. Donc j'ai demandé à avoir le même, mais on m'a dit que non, c'était un peu trop geek. Quoi, elle était facile, on verra. Donc voilà, tout ça c'était pour simplement vous dire que c'est pas toujours simple de comprendre, de se comprendre entre le monde de la technologie et le monde du business, mais que c'est un peu notre métier et que nous on essaye de bien écouter ce que vous dites et de faire la traduction pour que les vrais geeks qui savent faire du business puissent développer ce dont vous avez besoin. Voilà. Bravo, un professionnel à l'écoute de ses clients. Bravo pour les Les 2 élèves. Il y a des clients que je les laisse en fait. Il y a des clients qui sont moins faciles que d'autres. Hein. Ah, les miens, en général, c'est quoi ce... Ou alors j'ai filé à Sébastien. Le prochain, dans la nébuleuse de l'Ignite ce soir à Colmar. Alors, notre premier Alain, Alain Napp. Alain Napp. Il n'y a pas d'S, c'est Alain Napp. C'est ça, hein? Oui, On ne se trompe pas. Voilà. Il va nous parler de sa vision entreprise. La vision de l'entreprise. Bonsoir tout le monde. Et il participe au trophée aussi, hein, c'est ça? Non, c'est je veux dire. Ah non, c'est le prochain, pardon. Moi je vais vous parler de moi, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. J'ai pas fait d'études super longues. J'ai pas fait HEC, j'ai pas fait Harvard,
Et quand je fais mon CV, c'est un problème parce que pour me vendre, c'est pas évident. J'ai un autre problème sur mon CV. J'ai plus de 45 ans. Et quand je vais voir un employeur, il va me dire, monsieur, vous êtes un peu trop vieux. Et donc je ne suis plus employable. Si je regarde mes tâches, j'en ai une autre. À la base, j'ai pas tout à fait assez d'argent pour acheter une boîte. Et donc, quand je réfléchis, mon avenir, c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, c'est tout simple. Il faut que je devienne consultant. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. Alors, heureusement, ça fait quand même quelques années que je travaille. J'ai travaillé dans les entreprises à différents postes. J'ai une expérience qui fait ma richesse aujourd'hui. Et c'est ça mon expertise. Et donc, à tout bien réfléchir, si je mets tout ça ensemble, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire une création d'entreprise et je vais mettre en mon compte. Et donc, je pars sur le chemin du chef d'entreprise. Et je deviens patron, mais je reste aussi consultant. Donc, je suis patron et consultant, ce qui n'est pas toujours très simple. Et mon métier, de ce coup, devient un métier assez passionnant, puisque maintenant, depuis quelques années, je rencontre des dirigeants qui sont patrons comme moi, avec qui j'arrive à parler d'égal à égal, on parle des mêmes choses, et je les accompagne au quotidien, et je suis devenu copilote du dirigeant d'entreprise. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'est mon quotidien, ce que je leur apporte. Alors, premier élément, j'ai un pied dans l'entreprise et j'ai un pied en dehors de l'entreprise. Donc, j'ai un regard externe, mais avisé. Je suis un interlocuteur aussi qui a une vision très transversale de l'entreprise, et donc j'essaie d'appréhender toutes les problématiques qui peuvent intervenir. J'oblige mon client à sortir régulièrement la tête du guidon, ce qui n'est pas toujours facile. Je fais plein d'autres choses, mais ça va trop vite. Mais en gros, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de rompre leur solitude de patron, et si on avait une technique qui marchait correctement, ça allait moins vite. Et oui, c'est pas terrible, je suis désolé. Et donc, pour rompre ma propre solitude à moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entouré d'autres chefs d'entreprise qui font les mêmes choses que moi. Et nous avons créé, grâce à ça, un outil magnifique qui est un réseau qui s'appelle Vision Entreprise. Ce réseau a maintenant un peu plus d'1 an. On porte 8 chefs d'entreprise comme moi, qui avons comme leitmotiv d'accompagner le chef d'entreprise, de lui donner la possibilité de piloter son entreprise au doigt et à l'œil et en temps réel. Et pour ce faire, nous avons 2 choses qui sont complémentaires, le regard d'un expert et une batterie d'outils les plus performants possibles. Alors nous sommes où aujourd'hui? Au bout d'1 an, nous sommes déjà représentés sur 3 régions, l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. Et ce n'est qu'un début. En tout cas, on aura plus de villes où on sera présent. Et nous apportons un regard différent sur l'entreprise, en apportant un œil externe avisé et en obligeant le dirigeant de regarder régulièrement où il va et s'il va obtenir ses objectifs. Voilà, merci. Voilà. Vision entreprise, une belle vision de l'entreprise. Dans la nébuleuse de l'Ignite, vas-y Jean-Georges, je t'écoute. Alors on continue, on enchaîne. On t'attend, vas-y. Chaud. Alors on attaque avec Luc et Laurent. Luc qui participe au trophée de l'innovation. Voilà. Bonsoir micro. Bonsoir, je vais essayer de m'adresser essentiellement aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, aux commerciaux, qui ont tous un objectif commun, à savoir faire croître leur entreprise et, si possible, conserver leur part de marché. Pour cela, il faut faire 2 choses. Il faut exploiter le fichier client, il faut élever son fichier client, et puis il faut aller à la chasse de nouveaux prospects, bien évidemment, pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Chercher de nouveaux clients, c'est la préoccupation de la majorité des entreprises, pour ne pas dire toutes les entreprises. Car même si vous avez des clients et que vous les conservez, il y a toujours un moment où on en perd quelques-uns. Et donc,
La recherche de nouveaux clients, c'est bien souvent la préoccupation de tout chef d'entreprise, tout commercial. Et pour cela, on va utiliser tout un moyen, les newsletters, les petites annonces, les appels d'offres, faire du mailing, faire du phoning, faire du emailing, toutes les techniques mises à disposition de l'entreprise, on va essayer de les utiliser. Bien évidemment, il va falloir faire des prises de contact, faire des négociations, avoir un processus de vente pour pouvoir pousser ses activités et pousser ses ventes. Et donc, on va amener une notion qui est le processus commercial avec une notion de prospecter son client. Il va falloir tout faire à la fois, prospecter, suivre, relancer, faire des devis, visiter, sans oublier les clients existants, bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas tout de chercher d'avoir des nouveaux clients, faut-il encore les conserver, et on va se trouver très rapidement débordé entre la secrétaire qui a 3 téléphones à l'oreille, entre les dossiers qui s'amoncellent sur le bureau, et dans ces cas, l'organisation, c'est vraiment la clé du succès et la clé de la réussite pour pouvoir croître, pour pouvoir gagner en efficacité. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu, développé Lug, qui est un logiciel qui va vous permettre d'avoir effectivement moins d'affaires perdues par manque de suivi, qui va vous permettre également d'avoir plus de clients satisfaits parce que vous allez pouvoir gérer leurs demandes, vous allez pouvoir les suivre, vous allez pouvoir répondre à leurs attentes. Et donc, bien évidemment, Lug, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement à la fois un logiciel de gestion de l'action commerciale, c'est également un logiciel de gestion de contact, et c'est aussi surtout un CRM, le CRM permettant donc de gérer, de suivre la relation client. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une entreprise? Et première chose, ce sont les contacts. Les contacts, c'est la matière première, c'est la richesse de l'entreprise. Or, bien souvent, on constate que les contacts sont dans différentes bases de données, et il va falloir les unifier. Pourquoi les unifier? Pour pouvoir faire des requêtes, pour pouvoir faire du emailing, par exemple, parce que l'emailing, ça va permettre de pouvoir contacter les nouveaux clients, mais il faut pouvoir attaquer une base unifiée. Il va pouvoir faire de la prospection téléphonique. Toujours pareil, on a ces bases d'informations, ces bases de contacts, on va pouvoir faire des requêtes dessus, pouvoir tirer des listes et mener des opérations de prospection téléphonique. Et puis, on va être amené donc à gérer des dossiers commerciaux avec, toujours pareil, ce fameux processus de vente où on va avoir, première étape, j'approche mon client, deuxième étape, je fais mon rendez-vous, ensuite je vais faire une étude, je vais lui faire un devis, éventuellement une négociation, un devis définitif. Voilà. Tout cela nous amène à qu'est-ce qui est important dans un outil de gestion de l'action commerciale, c'est l'accessibilité à l'information. Que l'on soit sur un PC fixe, un portable, un smartphone, il faut qu'on puisse également échanger, partager l'information, que le commercial ou le chef d'entreprise puisse saisir ses comptes rendus directement sur le compte chez client. Et ça, on va pouvoir le permettre avec une solution qui est une solution qu'on appelle en mode SaaS, c'est-à-dire une solution où on va travailler directement sur Internet. C'est-à-dire que si effectivement, on va pouvoir à la fois gérer sa prospection commerciale, mais également gérer ses demandes, les demandes de ses clients. Alors, Lug, c'est un logiciel qui a été conçu, qui est le fruit de 25 ans d'expérience commerciale sur le terrain, et nous avons essayé de modéliser les grands concepts de la commercialisation. Nous avons un outil qui est plutôt simple, nous avons un outil qui est facile à installer, qui ne demande aucun paramétrage, et qui permet tout simplement de pouvoir travailler, d'avoir accès à ces données, de pouvoir gagner en efficacité. L'objectif étant tout simplement pour le chef d'entreprise de pouvoir développer son chiffre d'affaires et d'obtenir et d'arriver à ses objectifs. Pour cela, je vous invite à consulter notre logiciel www.lug-crm.com. Vous pouvez l'essayer gratuitement, sans limitation de durée, et développer vos affaires. Merci beaucoup. Voilà, on peut applaudir Lug, la déguileuse de Colmar. Alors on ne sait pas, riche ou pas? on n'était pas liés, hein, mais je veux dire développer son chiffre d'affaires, c'est la même chose que. Bon, voilà. Ah, il y en a qui suivent. Ouais, quand même, hein. Il y en a qui suivent. C'est du premier répondre. Alors, je suis très content aussi d'accueillir ce soir Pierre-Alain Muller, qui va nous parler du Pierre. Ah, il était là-bas. Ouais. Tout à l'heure, quand j'ai vu qu'il était là-bas. Bonsoir Pierre. C'est Pierre-Alain. Pierre-Alain.
Il va nous parler d'un projet qui est le fruit de beaucoup de travail autour de Cogifactory, comme quoi Cogifactory ça a fait des choses. Pas que Voice Observer de Sugar Neighborhood, mais aussi ActionSide. Bien, merci, bonsoir à tous. Ah, il y a un petit peu. Il faut qu'il lance la... Bon, moi je suis bête et discipliné, Jean-Georges m'a donné un format transparent que j'ai donc respecté. C'est la dernière, celle-là, Jean-Georges. Il faut mettre la première. Et il nous a dit avant qu'il fallait vendre plus, donc moi je vais parler que de ça, donc en fait vendre plus. Donc, il nous a dit qu'il fallait faire ça. Donc, le sujet là, c'est essayer de booster la relation qu'on peut avoir avec les visiteurs qui viennent sur son site web. Et ActionSide, donc c'est le nom de notre projet. Et je vais vous parler de ce projet. Alors si le transparent veut bien avancer, 15 secondes c'est un peu long, Jean-Georges. Voilà, donc un site web ça ressemble à ça, finalement je pense que certains d'entre vous en ont. Que faites-vous avec votre site web? Vous payez très cher Google et d'autres pour que les gens arrivent sur votre site, et ensuite c'est un peu comme cette passoire, il y a plein de gens qui s'en vont. C'est un peu dommage, donc la question c'est que peut-on faire avec ces gens avant qu'ils s'en aillent? Et bien comme nous l'a dit Jean-Georges, il faut essayer de leur vendre des choses. Donc pour booster son CA, on a déjà nos visiteurs qui font quelque chose, occupons-nous des autres, donc plus de CA avec ces visiteurs qui arrivent et qui repartent. Essayez de faire quelque chose avec eux, et c'est donc le deuxième point, vendre plus à nos visiteurs actuels sur le site. ActionSite, en fait, ça va faire un peu la même chose qu'un vendeur dans un magasin. Ça va regarder qui arrive sur le site, ça va dire tiens, il y a une personne qui arrive sur mon site, et ça va essayer de comprendre ce que fait cette personne, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il regarde, est-ce que je peux lui faire une offre ciblée, est-ce que je peux éventuellement essayer un discours alternatif, et tout ça dans le but de booster les conversions, c'est-à-dire d'avoir plus de succès avec le site. Le taux de conversion, c'est le nombre de succès divisé par le nombre de visiteurs. Donc combien de fois j'ai réussi à vendre par rapport au nombre de visiteurs qui sont arrivés sur mon site. Donc, globalement, l'idée elle est là, et voilà, 15 secondes. Comment ça marche? De manière très simple, c'est un logiciel en ligne. Vous installez un script sur votre serveur. À partir de là, des outils d'analyse vous permettent de comprendre tout de suite ce que font les visiteurs de votre site. On peut définir des segments, on peut définir des profils, des actions personnalisées et évaluer la performance. Donc, essayez des choses et voir ce qui marche le mieux. Comment ça s'installe? En tant qu'exploitant du site, vous aurez cette action bar qui va flotter sur votre site. Donc, vos visiteurs ne voient pas ça, mais vous voyez ça. Vous avez accès à des outils qui sont des indicateurs temps réel, un moteur de ciblage et des outils d'analyse comportementale. Et des palettes qui flottent aussi sur votre site de manière très très simple pour comprendre l'essentiel de ce que font les visiteurs sur votre site. La palette site, c'est l'essentiel des informations sur le comportement du site. Les visites, le top 10 des pages, les taux de conversion, combien de pages sont vues, les temps d'activité. La palette Heatmap, c'est une représentation très simple avec une échelle de couleurs. Qu'est-ce qui a intéressé les visiteurs sur mon site? Où est-ce qu'ils ont cliqué? Où ils ont passé du temps? Comment ils ont scrollé? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et donc ça, tout le monde peut le comprendre en regardant. Vous voyez, même un menu, par exemple, on voit à gauche le menu ouvert et on voit ce qui les intéressait. La palette page, c'est le même genre d'information mais chiffrée, plus précis. Si vous avez envie de savoir exactement le nombre de personnes qui ont regardé quelque chose, le nombre de personnes qui ont cliqué sur quelque chose, le temps que les gens ont passé à lire un morceau de texte de votre site, c'est cette palette-là qui vous le dira. Donc de nouveau, il y a un bout de site. Vous avez envie de savoir ce que font les visiteurs sur votre site, rejouez leur visite. Donc ça, c'est comme une vidéo. Vous allez regarder comment ils ont bougé leur souris, comment ils se sont intéressés à des zones de votre site. Vous verrez le temps qu'ils ont passé, comment ils ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est le player. Donc on peut les rejouer. On peut définir des objectifs. Vous êtes les seuls à connaître les objectifs de votre site. Vous savez ce que vous faites un site pour quelque chose. Vous voulez vendre quelque chose, vous voulez que les gens voient quelque chose, vous voulez qu'ils téléchargent quelque chose. Donc en fait, vous pourrez définir des objectifs dans votre site. ActionSite connaîtra ces objectifs et mesurera les taux de transformation par rapport à ces objectifs. Vous pourrez définir des profils, c'est-à-dire non pas avoir une masse d'internautes devant vous, mais cibler ces différentes catégories d'internautes. Il y a des gens qui viennent une fois, deux fois, les gens qui passent du temps, qui regardent tel produit, qui regardent tel autre produit. Et vous pourrez faire autant de profils que vous voulez. Donc vous pourrez définir des actions personnalisées. Ici on voit une bulle, par exemple. Vous voyez, j'affiche une bulle tester ActionSite et dynamiser votre relation. En fait, vous pourrez fabriquer des sollicitations, et ces sollicitations, vous pourrez ensuite les destiner aux catégories de visiteurs que vous avez fabriquées avant. En fait, c'est globalement attirer l'attention. Un moteur d'enchaînement pour tout ça, donc exécuter. Je le dis en bas, la bonne action, la bonne personne au bon moment. Donc tout le secret est là. Une bonne sollicitation, essayez d'attirer l'attention de votre visiteur. Et la mesure de la performance, donc c'est le slide qui arrive, la mesure de la performance, on peut faire des expériences avec ActionSite. Ici, on en a deux expériences où nous faisons des sollicitations différentes, dans le même but. Et on se rend compte que les deux fonctionnent. Il y en a une qui ramène 169 € de plus, donc ça veut dire presque 3 fois plus de conversion, et la deuxième 97. Finalement, je choisirai la première. Comment ça va marcher? Je vous propose d'installer ActionSite. Allez sur le site actionsite.com, installez le script d'activation, c'est 3 lignes de JavaScript à mettre dans votre site, c'est la seule chose à faire. Et immédiatement, en temps réel, vous verrez des données qui vont s'accumuler, vous comprendrez ce que font vos visiteurs, vous pourrez configurer des objectifs, des actions. Et je vous propose de profiter du lancement de la société, donc testez tout ActionSite gratuitement.
Devenez co-concepteur, si vous voulez, aidez-nous à comprendre ce qui serait encore mieux, qu'est-ce qui vous ferait encore plus plaisir, influencer le produit et l'offre. Voyez le bouton vert, inscrivez-vous, c'est le seul sur lequel il faut cliquer. En résumé, ActionSalad, c'est un produit alsacien, un projet alsacien. Hop là, c'est une entreprise innovante, vous verrez que c'est un produit révolutionnaire, et venez nous parler, vous verrez qu'on a une offre de valeur, on ne peut pas résister à notre proposition. Applause. On se continue. Applause pour ceux qui auraient dit bien, c'est ActionSalad. À bientôt. Un produit alsacien, on aime l'innovation en Alsace. Bravo, bravo, bravo. Ouais, c'est un vrai concentré de technologie. Et je suis vraiment très impressionné aussi parce que la dernière fois que j'ai entendu Pierre Alain, c'était dans une conférence sur la modélisation par objet. C'était quand même un tout petit peu plus technique. Web Expérience il y a 3 ans, maintenant, une agence spécialisée dans la communication sur Internet. Donc on a commencé, notre idée de base, c'est vous proposer ce soir un projet complètement nouveau. On l'a créé de toutes parts. Et pour commencer, on s'est posé la question, donc ça vous concerne tous là cette fois, absolument tout le monde. On s'est posé la question, comment réagit une famille autour du numérique? À l'heure actuelle, on a plusieurs types de collections. Ces collections doivent être synchronisées à chaque média. Ça pose toujours des problèmes de qui a quoi. Par exemple, un exemple simple qui m'a été donné de voir, c'est mon père qui me disait bah, « Tiens, j'ai perdu toutes les photos de famille, mon disque dur il a craché. » Ah merde, c'est plutôt con. Donc là, à qui vit, peut-être. Sinon, pour nous, ce qu'on va vous proposer, c'est justement de gérer tout ça au sein d'une famille même, avec une nouvelle vision, une vision beaucoup plus globalisée pour tout le monde. Donc, faisons le pas tous ensemble de la voir dans quelques instants. Donc, le première approche qu'on a eu tous ensemble, c'était de visualiser qu'est-ce qu'une collection. Une collection, à l'heure actuelle, pour un particulier, c'est principalement sa musique, ses vidéos et ses films, tout simplement. Donc, on va voir notre interface ici qu'on a développée, qui va permettre en fait d'avoir un affichage relativement simple, pratique et réellement efficace pour avoir accès à toutes ces collections. On ne se retrouve plus du tout dans le même cas qu'avant, mais dans un cas en fait où tout est synchronisé via notre application. Donc ça va permettre de faire des tris. Par exemple, je veux que voir les vidéos ou la musique de moi, de Thibaut, ou voir les vidéos que de mon père. Donc ça va me permettre de pouvoir, n'importe là où je suis, de voir les vidéos des différentes personnes. Donc 3 volets, comme je l'ai dit. Grâce à l'heure actuelle au streaming et à toutes les technologies qui sont offertes par HTML5, il sera possible par 5 clics et déposer d'une manière tout à fait interactive de pouvoir accéder à toutes vos données et à différentes vidéos. Pareil pour les images. Les images maintenant, avec la puissance des navigateurs modernes, on peut arriver à une solution qui va permettre d'avoir des diaporamas en temps réel, ainsi que par exemple à mettre en place un clic et déposer, ce genre de choses. L'utilisateur lambda pourra utiliser notre solution et être sûr que tout soit bien centralisé là où il le veut. Pareil la musique. Je ne sais pas qui d'entre vous connaît un artiste qui s'appelle Johnny Lang. Petit artiste de blues, moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Avec ma fonctionnalité, je peux y avoir accès. J'ai acheté légalement l'album, je peux vous le faire partager. Donc là, on va retrouver l'avantage de ma solution. Le premier avantage, c'est que c'est complètement intuitif. Cliquez déposer, HTML5, ça va vous permettre à n'importe qui de faire ce que vous voulez avec. En plus, c'est intégré à vos habitudes. Avec un clic droit, vous pourrez synchroniser directement vos médias, vos photos, etc. C'est quand même un très grand avantage à l'heure actuelle. En plus de par ça, ça va être sécurisé. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez tout un peu n'importe où, entre guillemets, si je peux me permettre, un bordel. Là maintenant, vous avez tout en un point, vous savez quel est le point central, vous savez ce qu'il faut sécuriser dans votre famille. On a encore après directement l'avantage principal, c'est pour ça que notre solution existe, c'est que c'est disponible partout. À l'heure actuelle, avec l'arrivée des nouvelles plateformes, c'est essentiel d'avoir un seul point d'attache, et non au contraire, d'en avoir plusieurs, et pouvoir le mettre vraiment partout. Donc voilà, encore de plus, c'est une solution qui est complètement flexible, donc chaque personne peut donc signaler son contenu s'il veut que ce soit privé ou public. Ça fonctionne un peu de la même manière que les médias sociaux. La grande différence, c'est que c'est vraiment au sein de chez vous. Donc on va pouvoir néanmoins partager les photos qu'on veut et ceux qu'on veut aux autres personnes. Mais par défaut, on ne partage rien, c'est vraiment votre vie privée. On va donc proposer 2 versions. Tout simplement une version qui sera disponible en version home server, que vous pourrez installer chez vous, qui va vous permettre de l'avoir directement dans votre maison, grâce à des scripts qui vont permettre de réactualiser. Il suffit de tout mettre dessus, une fois pour toutes, et après ça va tout simplement être mis à jour de chez vous. Sinon, un espace de stockage sera disponible sur notre site internet,
où vous pourrez y accéder directement et puis tester la solution tout simplement, voir si elle vous convient, si elle est ancrée à vos habitudes ou pas. Donc voilà, c'est un projet qui va sortir d'ici 2012. On est en train de le réaliser à l'heure actuelle. Et donc je vous invite tout simplement à nous suivre sur nos réseaux sociaux, où vous pourrez retrouver toute l'actualité du projet, nous encourager, nous dire ce que vous aimez justement ou pas dessus, et tout simplement participer avec nous afin de faire le monde numérique de demain. Notre projet, non seulement on franchit la première marche, mais on pense aussi à son évolution. Par la suite, on aimerait beaucoup faire justement des connexions avec différents types de fournisseurs de musique et ce genre de choses. Par exemple, l'autocomplétion des tags au niveau de la musique, c'est une galère pour tout le monde. À l'heure actuelle, on pourrait proposer cette solution directement intégrée. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je crois qu'on peut l'applaudir à un jeune entrepreneur et que vous pouvez retrouver tout son stand du l'instant au Télé Salon. C'est la première année de présent en exposant sur le village de service à l'entreprise. C'est Web Experience. C'est vraiment sympa de retrouver des entrepreneurs à même pas 25 ans, je ne sais pas quel âge il a, qui vient en tant qu'exposant. 15 ans? Non, c'est 22, voilà, 22. 22, il est exposant sur le salon. Je te tire mon chapeau, jeune homme, je trouve ça formidable. Bravo Thibaut. Michel, en fait, aujourd'hui aussi, je me suis amusé à faire un petit compte rapide du nombre de personnes qui étaient là ce soir. Hein. On est quand même à au moins plus 20, plus 30 par rapport à l'an dernier. D'accord. On n'est pas tout à fait à 200, mais on n'est pas bien loin. Hein. Donc c'est toujours assez agréable de voir que au moins l'inflation ici est agréable à supporter. À Colmar. À Colmar. Soyez patients, il y aura un petit cocktail dînatoire, c'est pas fini encore. Ah non, c'est pas fini. Non, on a encore exactement 3 sessions, d'accord. Voilà. Donc si je fais bien les maths, ça fait 15 minutes et on va tout de suite enchaîner avec Cyril et Very Boost, qui était déjà l'an dernier. Exact, deuxième participation, au sein aussi exposant, et il participe au Trophée de l'innovation aussi. Cyril, bonsoir. Et bonsoir au micro, Cyril. Oui, bonsoir à tous, je vérifie juste un petit peu de technique. Vas-y. Dans la nébuleuse de Colmar. Je vous rappelle que le salon fermera ses portes après le petit cocktail dînatoire et sera de retour demain matin à 10h. Avec une journée folle de conférences et de tables rondes à ne pas louper. Demain, toute la journée de 10h du matin à 20h. Et demain soir, on accueillera le président de MSN France, Microsoft, Nicolas Chettel, qui participera à une table ronde. Le thème de la table ronde, c'est le développement de la vidéo sur les médias numériques. Voilà, je te laisse la parole. Merci Michel. Bon, je me présente, donc je suis M. Hetzel, le gérant de la société Very Boost. Et ce soir, donc, on est présent, donc on a un stand juste en face. Et donc effectivement, on participe au Trophée de l'innovation, donc cette année, seconde année, et on présente un site, emploi-et-compétences.com, que vous avez sans doute vu dans l'Alsace ce dimanche. Donc en fait, c'est vraiment une initiative privée où on a créé un réseau social autour justement de ce thème emploi et compétences. Alors l'idée, c'est vraiment faire quelque chose de révolutionnaire à partir de certaines conversations qu'on a eues au sein de la région, et vraiment avoir un but, c'est mettre toutes les informations disponibles sur l'emploi sur notre plateforme, et aussi d'accompagner des GPEC de grands groupes ou bien de PME qui se trouvent dans la région. On a bien compris que en fait, c'est pas un réseau social qui diffuse des annonces sur les emplois. C'est vrai que 15 secondes, c'est assez rapide. Mais c'est, si vous voulez, en amont de trouver, de lancer des initiatives justement avant que les sociétés suppriment des emplois. Donc vraiment, on s'aperçoit qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place, c'est-à-dire que il y a un dialogue, une proposition, une analyse et des solutions. Le but est vraiment de mettre des grands comptes, des institutionnels, ainsi que des associations, etc., autour de ce thème-là, à travers un réseau social. Et c'est vrai que c'est une innovation parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment de détecter les problèmes d'emploi dans une région et de mettre, bien sûr, une solution en place par rapport à une notion d'initiative qui est vraiment très importante. Alors on voit bien que c'est un générateur de liens entre le grand public, les institutionnels, les associations et les entreprises. Et donc le but, évidemment, c'est de détecter des besoins, soit en offre d'emploi ou bien sûr, malheureusement, des licenciements, avant que justement de mettre une annonce d'emploi qui est bien sûr un échec, parce que ça veut dire que l'événement est déjà passé. Donc voilà, et donc dans les différentes semaines qui vont venir,
Il y aura bien sûr un certain nombre d'articles dans la presse et des partenariats importants au niveau national. Et donc on invite justement tous les institutionnels avec qui on a discuté durant ces dernières semaines, justement de s'inscrire, de participer à cette initiative, où bien sûr c'est un site complètement gratuit et bien sûr c'est complètement dans l'intérêt général. Voilà, donc c'est un nouveau concept justement pour l'emploi et la formation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements les sociétés professionnelles. Que vous pouvez retrouver demain toute la journée à son stand qui vous accueille avec grand plaisir. Alors, donc en fait, vous faites le compte avec moi. Nous avons encore deux sessions. Deux, ça fait 10. Dont un expert barbecue. Et avant en fait d'accueillir Michael Bechler, enfin bon, il peut quand même monter s'il a envie, mais je voulais quand même rappeler 2-3 dates importantes. La prochaine, si vous avez aimé Ignite, on va faire un Ignite spécial économie numérique lors des Renatic Days le 17 novembre à Strasbourg. Il y a encore des slots de libre, mais ça sera que destiné à l'économie numérique, avec un focus naturellement sur les usages, d'accord ? Les technos purs, on s'en fout un peu. Et aussi le 30 novembre, lors d'un événement assez grandiose organisé par la CCI de Mulhouse, à Mulhouse, qui est Mulhouse, nouveau territoire des possibles, on aura le premier, et ce sera l'occasion de renommer tout ça en Ignite Alsace, le premier Ignite Alsace. Et là, on va juste démonter la baraque. Et j'aimerais bien profiter pour inviter Vincent à venir en fait faire un Ignite à Mulhouse le 30 novembre. Voilà. Ok, il a dit avec plaisir. Hein. Ok, allez, on enchaîne. Vas-y, Michael, viens nous parler d'histoire de barbecue, si j'ai bien compris l'histoire, c'est ça? Ouais, barbecue, je sais pas comment je vais la placer, mais on va essayer. Vas-y, Michael. D'autant plus que j'ai plus de voix, donc faudra m'excuser. Pardon? C'est pour ça qu'il y a un micro. C'est pour ça qu'on a un micro. Je vais vous parler de l'ère industrielle qui, pour nous, a sonné pour un web accessible à tous. Alors, quand on parle d'industrialisation, en général, ce qui nous vient, la première industrialisation qui arrive à l'esprit, c'est l'automobile pour tous. Je ne vais pas vous refaire les cours d'école sur le taylorisme, le fordisme et le toyotisme, que vous aviez tous reconnus, n'est-ce pas, le dernier. Ces trois hommes ont fait en sorte que tous, ici, ce soir, on a accès à l'automobile. Pour y arriver, ils ont mis en place un certain nombre de réflexions, ils ont mis en place des méthodes et ils ont développé des outils. Ils se sont tous appuyés sur les réflexions des précédents pour pouvoir faire en sorte que l'automobile soit accessible. Dans le domaine du numérique, une société qui s'est fait connaître pour faire en sorte que le numérique soit accessible à tous, c'est Apple. Ils se sont basés sur le design, l'expérience utilisateur et l'écosystème. Alors, où est-ce qu'on en est avec le web? Le web, pour beaucoup d'utilisateurs, pour beaucoup de petites entreprises, c'est encore une vraie galère. Comment est-ce que je vais créer mon site web? Comment est-ce que je vais faire en sorte pour être référencé? Comment est-ce que je vais pouvoir commencer à exister sur ce réseau-là, alors que tout le monde me bassine et me dit que c'est indispensable pour mon entreprise? Aujourd'hui, c'est encore un certain nombre de termes qui sont rébarbatifs pour nos artisans, pour nos petites entreprises. Tous ces termes-là, en plus, on en rajoute constamment, on en a de plus en plus. On vient de rajouter réseaux sociaux, open source, mise à jour, nom de domaine, email, référencement, etc., etc. Ça voudrait dire que si on était encore au même niveau dans le web que dans l'automobile, ça veut dire qu'il faudrait acheter ces pièces, il faudrait vérifier leur compatibilité, acheter les outils, monter sa voiture soi-même, choisir un type de carburant parmi des milliers. Je peux continuer comme ça indéfiniment, passer à la révision 17 fois par an et espérer à chaque révision que ma voiture redémarre. Pour répondre à ça, et cette réflexion, elle est effective qu'on soit un néophyte du domaine ou un produit web. Ce qu'un produit web en open source fait en 3 heures, il faut qu'on réussisse à le faire en un clic. Pour que ce soit industrialisable, c'est le paramètre essentiel. Alors bien sûr, les produits web sont en train de sauter, là je les vois tous. On a peur que le web devienne accessible à tout le monde, parce que ça voudrait dire que notre évangélisation sera difficile à faire parmi les petites entreprises. Et moi j'ai envie de leur dire, mais
C'est pas parce que l'industrialisation est arrivée dans l'ère de l'automobile que les garagistes n'existent plus. Alors, est-ce que l'enjeu est de taille? En France, on est vraiment en retard dans ce domaine-là, et tout simplement parce que le web n'est pas accessible aux très petites entreprises. 2 entreprises sur 3 sont invisibles sur le web, surtout les très petites entreprises qui représentent quand même 96% des entreprises françaises. Alors pour répondre à toutes ces problématiques, on aurait pu juste créer un CMS, hein, comme beaucoup, mais ça ne suffit pas, il faut réinventer tout un écosystème. L'élément central de cet écosystème qu'on a mis en place et qu'on a commencé à développer il y a 5 ans s'appelle WebAgoo. Il arrive, normalement, il est toujours un peu en retard. Le voilà. Donc l'élément central de cet écosystème, c'est WebAgoo. Alors, on a fait croire à tout le monde pendant des années que WebAgoo était un CMS, c'était un leurre. C'était le point central d'un écosystème qui effectivement commence par un CMS. Alors un CMS, c'est un outil de création et de gestion de contenu. Hein, je vous apprends pas ça, qui nécessite d'avoir un certain nombre d'éléments applicatifs que je peux utiliser très très facilement. Et le premier élément de cet écosystème, c'est le produit qu'on lance sur ce salon, Info.me, qui est en fait une carte de visite virtuelle qui est disponible pour tout le monde. N'importe qui peut rentrer et créer sa carte de visite virtuelle. On va pouvoir retrouver toutes vos informations, vous allez pouvoir relier votre carte à tous vos réseaux et faire en sorte que vous existiez en tant que petite entreprise, ou même si vous avez déjà votre site, de pouvoir créer cette carte et relier votre site à cette carte. Ensuite, l'élément central de cet écosystème, c'est WebAgoo Store, qui à partir de cette carte de visite va vous permettre d'accéder à des formules, à des modules que vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure. Vous allez pouvoir aussi choisir des interfaces. Qu'est-ce qu'il y a de plus galère quand on est une petite entreprise de choisir son interface? On a un modèle qui permet aux graphistes de proposer des interfaces et d'être rémunérés dessus. Autre élément de cet écosystème, je l'ai présenté encore l'année dernière, la visibilité locale d'une petite entreprise est un élément fondamental. Un intervenant tout à l'heure parlait de visibilité de proximité. C'est le cas avec le réseau de portail qu'on a créé qui permet de pousser l'information de chaque site et de même, ici pour le premier métier, de géolocaliser chaque petite entreprise. C'était les coiffeurs, on peut les géolocaliser directement. Les éléments de cet écosystème aujourd'hui sont complets. Je vous invite à les découvrir sur le stand 20A. Le premier élément étant la carte de visite sur laquelle vous pouvez venir vous inscrire. Actinium, WebAgoo à Ribeauvillé. Voilà, qui participe à notre entrée de l'innovation. Il n'y a même pas de barbecue dans l'histoire. Il n'y a même pas de barbecue. Actinium, Ribeauvillé. Je peux te remercier aussi, Michael, il fait partie des pionniers du salon. Ça fait 5 ans que le salon existe. C'est Michael qui a insufflé aussi un peu le salon avec moi il y a 5 ans. Il fait partie des pionniers du salon des nouvelles technologies. Ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Ouais. Last but not least. Last but not least. Le dernier, mais pas des moindres. Pas des moindres. Tu as compris? Ah, je comprends. Non, mais il y a Colmar quand même. Je t'écoute. Je fatigue. Donc, Alain Guichard, qui va nous parler de Méter. Et qui participe au trophée de l'innovation. Alors, bonsoir à tous. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, même si ce n'est pas mon but de mon propos. Donc nous affirmons que la prospérité économique, atteindre un haut niveau de résultats, le maintenir, ne pas craindre la concurrence, c'est tout à fait possible, mais il y a une condition. La condition, c'est disposer... La sucette devant la bouche. C'est disposer d'un vrai outil de mesure. Devant la bouche, la sucette. Disposer d'un vrai outil de mesure. Et par rapport à ça, il faut se dire que l'économie, c'est comme l'aéronautique, le médical, on doit disposer d'outils précis à partir duquel le dirigeant va prendre ses décisions. Or, aujourd'hui, il se trouve qu'au niveau gestion, c'est un petit peu le principe, je pense donc je suis. Mais cette mesure, c'est quoi? Je vous demande de vous concentrer parce que c'est très important. Il ne doit pas accepter que des données des coûts soient saisies par un utilisateur. Le système doit calculer, dans les systèmes d'administration, ERP, GPO,
L'utilisateur saisit une valeur, le système restitue la valeur. C'est une illusion. C'est un petit peu comme si je disais, j'ai une pression de température, voilà quelle est la température, je l'affirme. Non, le système de mesure, il est indépendant, donc n'est pas soumis à l'arbitrage. On ne doit pas rentrer de valeur. Le coût du tour, le coût de la fraiseuse, le coût du véhicule, on ne doit pas le saisir. Ensuite, il doit fonctionner en temps réel. Et il doit être intelligent, mode expert, il doit réfléchir pour nous, il doit nous apprendre des choses, il doit nous apporter des informations, il doit préciser des informations. Et donc à partir de là, on est en temps réel et le système va sécuriser toutes les décisions que l'on va prendre. À partir de là, on va être serein, on va être convaincu, on va aimer la compétition. Je me dépêche. Donc au départ, qu'est-ce qu'on fait? Il ne nous connaît pas, on va décrire entre paramètres initiaux. Il y a des éléments essentiels, non contestables, qui sont les salariés, les salaires, les machines, la valeur, les leasing, les emprunts, les loyers, ainsi de suite. Mais il y a des données que l'on peut qu'apprécier. Le taux de productivité des opérateurs, l'auto-utilisation des machines, l'état masqué. Mais malgré tout, on peut commencer déjà à travailler. On fait des études précises par rapport à ce que l'on est. On peut aussi, c'est important, simuler toutes les décisions que l'on a à prendre. Ensuite, on suit l'activité. Et pendant qu'on suit l'activité, le système qui est fait, il va analyser, il va recouper, il va observer. Et il va faire remonter les indicateurs de performance liés à l'activité pour que les paramètres deviennent expérimentés. À partir de là, le système est étalonné et on peut prendre toutes les décisions en toute sécurité. Les principaux indicateurs, c'est quoi? C'est des taux de productivité et des coûts réels. Mais réels, ce n'est pas standard, c'est réel. Ça évolue au gré de l'activité, au gré de la situation. Ce sont des taux d'utilisation pour les machines qui sont aussi réels. On est en temps réel. Ce sont aussi des temps masqués calculés automatiquement, opération par opération, recompilés pour chaque machine. Ce sont des calculs impossibles à faire par d'autres moyens. Ensuite, après, le système va automatiquement intégrer les coûts de structure en fonction de l'activité, puisque c'est l'activité qui crée les conditions de création des coûts de structure. À partir de là, l'entreprise va faire des propositions en toute sécurité. En même temps, le système indiquera dans tous les cas quel est le prix de vente minimum que je dois proposer s'il y a des négociations. C'est-à-dire que dans tous les cas, le système, quand on fait le calcul, il indique le prix limite jusqu'auquel on peut descendre en toute sécurité. Comme pour l'avion, l'altimètre va me permettre d'aller au plus près du sol sans risquer l'accident. Au niveau de simulation, on peut mesurer l'incidence d'une prise par le marché. Je prends un marché, voilà ce que je vais gagner. Je le perds, voilà ce que je perds. Je vais investir, il y a des modifications. Avant d'investir, je sais ce qui va se passer. Donc, je vais être convaincu, je vais convaincre les financiers, je vais convaincre les banquiers. Quelque chose qui peut être encore plus impressionnant, j'ai un objectif de réduction de coûts. Je dis au système, dis-moi ce qu'il faut faire pour réduire mes coûts, le système va vous l'indiquer. Voilà. Si la demande n'est pas recevable, il nous dira 30% de réduction, ce n'est pas possible. Ensuite, après, au niveau résultat, on peut suivre en temps réel, au jour le jour, le résultat par affaire, par produit, par client, par secteur économique. On peut voir l'évolution des coûts, ce qui évolue bien, ce qui évolue mal. Ce qu'on peut dire à 20 et quelques années d'expérience, aujourd'hui, on n'a pas rencontré une entreprise industrielle qui n'est pas entre 40 et 50%, 60% de ses produits dont le prix de vente est inférieur ou alors qu'il est ignoré. Ce tableau est tout à fait essentiel. Pour ce produit-là, c'est un produit qui vaut 2,10 €, on le propose à 1,60 €. Donc il y a des moyens humains, matériels, et le système nous dit, voilà, vous pouvez prétendre donc prendre ce marché à 1,60 € alors que le coût est à 2,10 €, à condition de commencer à partir de 21 000 pièces jusqu'à 77 000. Le système nous dit, à partir de là, vous aurez épuisé votre capacité de production. Et après, pour l'autre coup, vous allez devoir réinvestir. Le système nous dit, vous ne pourrez pas réinvestir, le prix de la pièce n'est pas suffisant pour que vous puissiez. Donc le système va baliser le terrain. On n'intervient que quand il y a du vert foncé. Ici, on a un exemple de résultat. Le système donc permet par affaire d'avoir les plusieurs résultats. On peut les classer par marge, par chiffre d'affaires. Et il faut savoir que donc c'est là où, quand on prend les résultats, on a 50-60% de vert de côté et on a, non, plutôt 40-50%, oui, la moitié et le charge de droit. Quand on a, là ici, on a les résultats par filiale. Je reviens au produit. Toute entreprise a des marges importantes sur certains produits, certaines affaires. Si un concurrent, quand on a 40-50% de marge nette, décide de venir vous concurrencer, il n'aura pas de difficulté. Bon. Autrement dit, si on n'a pas la connaissance détaillée de ce qui contribue au résultat, on s'expose à des déconvenus. C'est une question de temps. Donc aujourd'hui, nous affirmons en conclusion qu'une entreprise, c'est un bateau, c'est un avion, ça se pilote avec des instruments. Le dirigeant le plus intelligent ne saura pas faire ces calculs-là. Il se réfère à des outils spécialisés. Pardon, merci. Voilà, on peut l'applaudir. Bien joué, bien joué, bien joué.